Deuxième partie de notre débat consacrée à la Tunisie, à la révolte qui gronde en Tunisie depuis 3 semaines. Juste avant l'interruption, nous étions en ligne au téléphone avec Tunis. Nous avons été coupés. Nous sommes en train d'essayer de rétablir la ligne. On va prendre le point de vue des On me dit qu'il est avec nous, Maître Kilani. Donc c'est bien pour des raisons techniques que vous avez été coupé. Monsieur le bâtonnier, est-ce que vous êtes là? Monsieur le bâtonnier Kilani, est-ce que vous m'entendez? Alors on essaie d'établir la ligne avec Tunis. L'avis général autour de ce plateau, c'est que ce sont plutôt pour des raisons techniques que la ligne est difficile à établir. En attendant, on va prendre donc le point de vue des téléspectateurs de France 24 qui réagissent très nombreux en direct à ce débat. Voyez par exemple ce que dit Z Benamor qui dit « En Tunisie, il existe 2 pieuvres. Une pieuvre mafieuse qui a pillé les banques et les grandes compagnies étatiques, et il cite en particulier Tunisair, et une deuxième pieuvre qui est le parti au pouvoir, qui a dévié de sa mission historique et qui est composé aujourd'hui d'arrivistes qui ne cherchent qu'à tirer un profit personnel du système. » Un autre point de vue qui nous vient d'un pays voisin, Narges Boutalbi, qui est à Annaba en Algérie et qui me dit « L'oppression tunisienne est sans pareil. Les Algériens à niveau de vie comparable n'hésitent pas à critiquer le gouvernement, au moins entre eux, les Algériens, et s'étonnent de la bouche cousue des Tunisiens jusqu'à récemment. » Pierre Vermeulen, qu'en est-il? On avait effectivement l'impression que la Tunisie était un pays un petit peu de donnant-donnant. On vous donne la richesse économique et en échange, vous vous tenez tranquille. Est-ce que ce modèle-là est remis en cause par ce à quoi on assiste sur place? Je crois que ces événements auraient pu intervenir il y a 5 ans ou 10 ans parce que la situation est extrêmement stable ou statique. Donc je crois que là, il y a un effet de saturation. C'est une situation aussi qui n'est pas totalement extérieure à ce qui se passe dans les autres pays du Maghreb, parce que je crois que ça renvoie aussi à la crise économique internationale. C'est-à-dire que depuis des décennies, on fonctionne au Maghreb avec une économie disons, littoralisée, qui dépend des capitaux étrangers et qui subsiste finalement grâce à un filet d'émigration des élites et notamment des fameux cadres diplômés qui organisent des manifestations. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas sous-estimer. La conjoncture économique, la difficulté à émigrer aujourd'hui vers l'Europe, renvoie ces sociétés à ce qu'elles sont, et notamment la Tunisie. Et n'est pas la Chine qui veut. C'est vrai qu'il y avait une promesse de développement économique, mais pour arracher véritablement le pays à un niveau de développement relativement modeste, il aurait fallu une croissance forte de 5 ou 10%. Alors qu'elle est de... Elle est peut-être de 3-4%, mais avec la crise peut-être encore moins. Donc en tout cas, on n'arrache pas, et notamment ça se pose au niveau de la question de l'emploi et de l'emploi des diplômés en particulier. Donc vous êtes dans une économie de main-d'œuvre qui n'arrive pas à faire embaucher les cadres. C'était la même chose il y a 10 ans ou il y a 20 ans quand je travaillais sur ces questions. Donc alors du coup, ça crée, c'est créateur d'angoisse, de détresse. Ces suicides, on les a connus, ces suicides, ces immolations par le feu, qui sont rares, mais on les a connus dans d'autres pays du Maghreb il y a quelques années, et elles disent la profonde détresse des jeunesses maghrébines face à une situation qu'elles ne comprennent pas, puisqu'elles n'ont pas de maîtrise sur leur avenir économique, dans des économies qui sont, tout à l'heure un auditeur parlait de mafia, je ne sais pas, mais en tout cas dans des économies qui n'ont pas un fonctionnement véritablement libéral du point de vue de la transparence, et aussi des jeunes qui sont spectateurs de ce qui se passe dans le monde. On parle de la Côte d'Ivoire, les Tunisiens ont vu que la Côte d'Ivoire a élu un nouveau président, et elles se disent, et nous ? Et alors je terminerai en parlant donc de la situation politique. Rappelez-nous dans un mot la situation politique. Le président en est à son 5e mandat. Oui, il en est à son 5e mandat. Il préside la Tunisie depuis 1987 et récemment des personnalités ont demandé à ce qu'il se présente pour un 6e mandat. Bon, ce mouvement, c'est un mouvement de protestation sociale ou politique? Non, mais au départ, il est social. Mais comment voulez-vous que... je crois que dans tous les pays du monde, quand vous avez une protestation sociale, immédiatement, elle adopte un versant ou un tournant politique. Or, la Tunisie n'a pas à proprement parler, mais ça c'est une volonté étatique ancienne, n'a pas à proprement parler d'opposition. Et c'est pourquoi surgissent, quand la détresse est trop forte, des mouvements, sous l'Ancien Régime en France on appelait ça des jacqueries, surviennent des
des mouvements de révolte, de la détresse, de la misère, de l'absence de perspective économique, politique, sociale, mariage individuel, etc. Et du coup, ces mouvements évidemment sociaux au départ prennent une coloration politique. Or, il n'y a pas d'opposition constituée. Du coup, on voit, et c'est une chance d'une certaine manière, que l'ordre des avocats et les corps constitués de la société, indépendamment de l'État, puissent prendre la relève, parce que sinon, on est dans une situation, je dirais, encore plus grave s'il n'y a pas de médiateur. Maître Kilani, je crois que vous êtes maintenant en ligne de Tunis. Vous venez d'entendre ce que dit le professeur. Vous êtes d'accord ? Écoutez, d'accord dans le sens où on peut avertir le gouvernement sur certaines défaillances dans leur système de gouvernement. Mais vous savez qu'en tant que bâtonnier, moi j'ai une obligation de réserve sur le plan politique. Mais il faut, à mon avis, il faut écouter les gens. C'est dire ce qui manque, je pense, ce qui manque dans tout cela, c'est chez nous, c'est le débat. Alors, le débat qui doit être ouvert à tous. Alors nous l'avons ouvert. Sans distinction. Même si on n'est pas d'accord, il faut quand même discuter avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, donc se mettre à table. Je crois qu'il est temps de le faire, monsieur. C'est ce que nous faisons à France 24. Mais monsieur le bâtonnier, vous disiez tout à l'heure des atteintes aux libertés, des atteintes aux droits de l'homme. Certaines organisations ont parlé de cas de torture ces derniers jours dans la répression des mouvements. Vous pouvez le confirmer ou pas, vous, en tant qu'avocat ? Écoutez, bien sûr que ça existe, hein, ça a été constaté, et notre rôle justement est de dénoncer ces atteintes aux droits de l'homme et ces violences, parce que le mouvement a été, comment dirais-je, au départ mal compris, et je pense que le fait d'avoir usé de la force pour essayer de réprimer ce mouvement est une grave erreur. Et à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre ces gens-là et essayer quand même de trouver les remèdes à leurs problèmes. Et ce que nous attelons en tant qu'avocats de faire comprendre, de faire passer les messages qu'on essaie de faire passer. Merci. Au gouvernement. Merci, monsieur le bâtonnier. Merci de votre patience. Et on l'a bien compris, c'était donc pour des raisons techniques que nous avons été coupés tout à l'heure. Merci. Monsieur l'ambassadeur.